Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce dimanche 7 janvier. Voici les titres. L'opération Grand Ménage pour l'embellissement des villes et communes se poursuit. La 11e édition vient d'être lancée à Lakota, dans la région du Logui-Bois. La ministre Anne-Désirée Ouloto et son équipe mènent campagne auprès des populations pour assainir au quotidien leur cadre de vie. Un autre cadre de vie à assainir, il s'agit des cliniques privées qui exercent sans autorisation légale, donc dans la clandestinité. Mais qu'est-ce qui pousse les patients à fréquenter ces centres malgré les risques encourus? Que fait le gouvernement? Réponse dans ce 20h. Dans ce 20h également, nous verrons un autre cadre plus beau, agréable. Il fait même rêver les clients ou les visiteurs. Les nouveaux réceptifs hôteliers d'Abidjan, ces établissements de haut standing ont donné un autre visage au paysage touristique ivoirien, de quoi attirer les investisseurs. Enfin, au Sénégal, ce drame survenu hier au sud de la Casamance. 13 civils ont été tués, 9 autres blessés dans une attaque. Ces victimes sont la cible d'un groupe armé non identifié. La zone a été bouclée par une compagnie parachutiste. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par la ville de Lakota, dans la région du Logui-Bois, où l'opération Grand Ménage vient de faire escale. C'est la 11e édition. La ministre Anne-Désirée Ouloto et son équipe poursuivent ainsi leur action d'embellissement des villes et communes de Côte d'Ivoire. Les populations de Lakota, vous allez le voir, ont été invitées à assainir au quotidien leur cadre de vie. Le reportage sur place de Grace Kando. Lakota, dans la région du Logui-Bois, accueille la 11e édition de l'opération Grand Ménage. Un choix qui n'est certainement pas fortuit. La porte d'entrée de Lakota annonce les couleurs des commerçantes installées par-ci, par-là. Il n'en fallait pas plus pour que l'hôte du jour, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, attaque la sensibilisation sur les bonnes pratiques de propreté et les notions d'hygiène. Vendeuses de produits vivriers, de sachets d'eau et d'autres objets sont invitées à maintenir leur cadre de vie sain. On vend des gobelets d'eau là. Achetez des gobelets d'eau. Il y a des alternatives pour vous apporter. C'est ça la somme. Et ça, vous savez d'où ça vient. Si on vous voit avec ça encore, on va vous envoyer en prison. Ça là, on ne fait pas ça. Les tenanciers de maquis, les coiffeuses sont aussi exhortés au respect de la propriété pour leur bien-être. L'opération Grand Ménage est une vision du gouvernement qui vise à offrir un cadre de vie agréable aux populations. J'ai vu de nombreux efforts qui ont été réalisés. C'est l'occasion pour moi de féliciter le maire à travers toutes ces initiatives d'engagement et qui démontrent leur ambition de faire de Lakota une ville propre, une belle ville. La question des incivilités, la question des mauvais gestes de nos populations demeure. Cette tribune a été l'occasion pour moi de sensibiliser à nouveau, de répéter. Nous ne devons pas accepter de vivre dans un pays sale. Parce que la saleté rime avec la maladie. Or, nous voulons être un pays émergent, donc un peuple au travail pour l'émergence de notre pays. En termes d'embellissement, nous avons donc fait le fleurissement de la ville. Nous continuons de le faire. Nous avons donc refait les peintures, le ravalement des façades depuis l'entrée de la ville. Et donc nous allons étendre dans différents quartiers, dans différents villages, le fleurissement, le ravalement des façades et donc le curage des caniveaux. Nous allons faire en sorte de vulgariser cette idée gouvernementale parce que c'est une action civique. C'est une action d'utilité publique et nous nous engageons fermement à sensibiliser nos populations. L'opération dans la ville de Lakota a vu la participation des différentes couches socio-professionnelles. Nous avons nettoyé tout l'hôpital, lavé les bâtiments, les salles, nettoyé, défriché les parcours. C'est ce que nous avons fait, nous avons rendu l'hôpital propre. Un comité départemental de la salubrité créé à cette occasion est chargé désormais de poursuivre la sensibilisation sur le terrain. L'implication effective des autorités locales pour la réussite de l'opération Grand Ménage étant indispensable, elles ont été faites ambassadrices de la salubrité.
Voilà, assainir son cadre de vie pour préserver sa santé. Ce message du ministère de la Salubrité relayé à Lakota doit se poursuivre à San Pedro, où la présence d'une unité de fabrication de charbon de bois située en plein cœur de la ville menace la santé des populations. L'environnement pollué par la fumée expose ainsi les riverains aux maladies respiratoires. Alors, quelle solution pour remédier à la situation? Élément de réponse avec Sam Conan et Mamadou Kwasi. Une fumée noire et épaisse dans le ciel de la ville de San Pedro. C'est le résultat de ces colonnes de fumée produites quotidiennement depuis cet espace, situé au corridor nord de la ville. Une zone de fabrique artisanale de charbon de bois. La fumée nous gêne, mais on ne sait pas comment faire. Parce qu'il n'y a rien au marché. Il n'y a rien au marché, on ne sait pas comment vendre pour avoir un peu. Donc, à cause de ça, on est dans la fumée là. Sinon, ça nous gêne en tout cas. Plus de 200 personnes travaillent le bois sur ce site de près de 3 hectares. Il y a d'un côté les exploitants de charbon et de l'autre ceux qui travaillent le bois. Ici, aucune mesure de protection contre la fumée ni la poussière. Tout le monde est exposé. Chaque soir que Dieu fait, moi, il boit. Il boit matin et soir, sans problème. Je suis dedans aussi, ça vaut, bon, je peux dire que ça vaut au moins 10 ans. Je suis dedans. On dit quand tu bois l'air, ça lave tout. Donc nous aussi, Dieu merci, c'est qu'on boit aussi, là, il n'y a pas de problème. Face à la pollution de l'air et de l'environnement, les autorités locales ont pris des dispositions pour déguerpir les occupants, mais rien n'y fit. Deux problèmes majeurs se posent. C'est-à-dire la zone qui a été destinée pour le recasement, cette zone-là est une zone marécageuse qui est sujette à inondation pendant les saisons de pluie. Il y a aussi le problème de purge des droits coutumiers. Les occupants disent vouloir partir et contribuer à l'embellissement de la ville, mais à une condition. On n'a pas refusé. Mais si les autorités nous trouvent un site approprié, on s'en va. En attendant, nous sommes là, nous n'avons pas de site. On ne peut pas aussi arrêter l'activité. Si on arrête, où on va? On ne sait pas où on doit aller. Voilà. On paye les impôts, on travaille, on a des charges. Bon, on est là. Même s'ils ont aménagé demain quand on nous dit de partir, on s'en va. À la zone industrielle en plein cœur de la ville, non loin du stade Auguste Denise, se trouve un site de fabrication artisanale de charbon de bois. Cette proximité avec les sportifs est gérable, surtout quand on pense connaître le remède contre les maladies liées à la fumée. Souvent, quand il y a les matchs au terrain, au stade, les gens viennent nous voir. Et, aujourd'hui, il y a un match au stade. Essayer de voir au fou. Et on éteint, on fait ça là. Une fois que tu arroses un feu là, la fumée ne va pas ailleurs. Ça reste que dans le fou. Tu descends le soir. Je vais prendre au moins 2 bonnets rouges, mais 3, et puis ça passe. Toi-même, tu cherches ta santé d'abord. Pour les responsables de la santé à San Pedro, tous ceux qui sont en contact permanent avec la fumée sont exposés aux maladies respiratoires. La fumée a un effet néfaste sur les voies aériennes et respiratoires. Ces infections peuvent aller jusqu'à des effets définitifs. Il peut y avoir des infections comme les emphysèmes pulmonaires, des bronchites chroniques. Et ces patients-là peuvent être exposés à certaines infections telles que la tuberculose. Un véritable défi que la ville balnéaire doit relever, celui de l'assainissement de ces espaces de pollution, chose qui contribuerait à l'essor économique et touristique de la ville de San Pedro. Un autre cadre de vie à assainir rapidement car la santé en dépend. Il s'agit des cliniques privées qui exercent sans autorisation légale, donc dans la clandestinité. Sur 2000 cliniques sur le territoire ivoirien, 70% selon les chiffres officiels n'ont pas l'agrément pour exercer. Mais qu'est-ce qui pousse donc les patients à fréquenter ces centres malgré les risques encourus? Que fait le gouvernement pour amener l'ordre dans le secteur? Nos reporters Didier Nguessan et Christelle Menant ont fait une incursion dans ces laboratoires dits de la mort. Voyons leur enquête. Quartier Remblai, dans la commune de Koumassi. Jean-Charles Oyourou s'apprête à prendre son service dans cette clinique. Bonsoir, Eve. Quels sont les patients qu'on a pour ce soir? Chaque jour, il reçoit en moyenne une dizaine de patients. S'il est sollicité, c'est avant tout pour le coût des prestations. 50% moins cher que dans le service public. Nous, on part sur les 3 examens, soit la NFS, la GE, puis le série d'angine de Vidal à 4 000. Depuis plus de 5 ans qu'il y exerce, M. Charles, comme on l'appelle ici, est devenu le docteur du quartier. Le médecin, c'est quelqu'un de bien. Souvent, quand moi je viens me soigner ici, puis il n'est pas là, je demande d'attendre M. Charles d'abord. Parce que quand il vient, les médicaments qu'il me prescrit, c'est vraiment, ça va bien. Ça va, raison pour laquelle il a conseillé mon petit frère même de l'envoyer ici.
on compte 2000 établissements sanitaires privés sur tout le territoire ivoirien. Les plus grands ont pignon sur rue, mais la majorité se trouve à l'intérieur des quartiers. Et ces derniers ne font pas que soigner les patients. Alors que la pratique est interdite par la loi, sauf sous certaines conditions, nous avons réussi à prendre rendez-vous pour une interruption volontaire de grossesse dans cette clinique. Maintenant, les 2 mois, nous quand on fait la les médicaments, ça fait 35 minutes. Les médicaments, les spécifiques qu'on donne. Les spécifiques qu'on lui donne. Et quand on finit, on fait les spécifiques. Pour éviter que demain, il soit malade. Mais si vous devez faire une machine, demain, il fait une grave. Donc, demain là. En Côte d'Ivoire, 4 femmes enceintes sur 10 ont recours à une IVG. Pour prévenir ces interruptions volontaires de grossesse et bien d'autres risques sanitaires, un organe du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est en charge de contrôler ces cliniques. Ce matin, la direction des établissements et professions sanitaires DEPS organise une descente au quartier Djekonan dans la commune de Koumassi. Dans cette insalubrité déconcertante, exerce du personnel sans qualification reconnue. Des anges de la mort en blouse blanche. Vous avez fait la formation de la Croix-Rouge. Ok, donc ça veut dire que vous n'avez pas le diplôme de l'INFAS. Ce sont les infirmières diplômées d'État de l'INFAS qui doivent exercer la profession d'infirmière ici, en Côte d'Ivoire. La sentence est sans appel. En conclusion, nous disons que cet établissement-là va être fermé. Du personnel non qualifié, pire, des établissements ouverts sans agrément. À Angré, l'équipe de contrôle débarque dans un cabinet dentaire qui exerce depuis 1 an sans autorisation. Les échanges sont houleux. Reste tranquille. Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Une demande introduite ne signifie pas qu'elle est acceptée. Vous avez fait la demande. La demande peut être acceptée ou refusée. Dans le cadre de la demande, c'est le docteur Kwasi qui a fait la demande, en tant que chirurgien dentiste. Il est où? Oui, il n'est pas encore. Parce que c'est le jeudi, il vient. Bon, d'accord. Donc, il n'est même pas résident. Vous voyez, il y a plusieurs fautes, hein. Compte tenu de ces points-là, nous allons revenir avec un avis de fermeture et avec tout ce qu'il faut. Mais Dans cette clinique, le garant médical est ivoirien. Le garant des actes médicaux, c'est le praticien à qui le ministère de la Santé attribue l'autorisation. Il a l'obligation d'être résident et assume la responsabilité pénale en cas d'erreur médicale. Tous les contrôles de la DEPS ne donnent pas lieu à des fermetures. Elle peut formuler des recommandations dans le cadre de visites de conformité. Avec peu de moyens, ces contrôleurs effectuent des descentes inopinées, mais également des visites sur dénonciation. 70% des cliniques privées en Côte d'Ivoire exerceraient sans autorisation. La seule commune de Yopougon abriterait 46 centres de soins illégaux. Un fléau qui jette le discrédit sur la pratique de la médecine privée en Côte d'Ivoire. Prenons le cas de la médecine chinoise. Pour exercer dans notre pays, il y a toute une procédure. Vous ne pouvez pas exercer parce que vous êtes médecin, même si vous êtes ivoirien. Il faut que le Conseil national de l'ordre des médecins vous autorise à exercer. Je suis au Conseil national de l'ordre des médecins. Je n'ai jamais vu passer dans nos dossiers un dossier de médecin chinois. On ne peut pas et on ne doit pas, et ce n'est même pas pensable, exercer la médecine comme un commerce. Les infections mal soignées entraînent des résistances. Une étude sanitaire en Côte d'Ivoire rapporte leur ampleur à 39%. Je vais vous demander de respirer un peu par la bouche, tout doucement. Hein? Allez-y. Comme risque encouru, c'est le développement de certaines résistances, des résistances par rapport à certaines maladies. Vous prenez même le cas du paludisme. Un paludisme qui n'a pas été peut-être bien traité, il va être un peu résistant. C'est-à-dire que les médicaments ne seront plus efficaces. Proximité du corps médical, accessibilité des soins, mais à quel coût? L'absence d'hygiène, la pratique de soins sans autorisation et la non-qualification du personnel constituent de véritables dangers pour les populations. Une réforme des autorisations sanitaires est en cours d'élaboration. Désormais, l'autorisation d'ouverture d'un établissement sanitaire ne sera plus délivrée aux professionnels du corps médical, mais à l'établissement sanitaire en tant que personne morale.
Voilà, c'était le dossier santé de ce 20h intitulé « Clinique de quartier », un sujet réalisé par Didier Nguessan et Christelle Menant. Qu'en est-il de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Le sujet a été évoqué dans le magazine du dimanche au journal de 13h, présenté par Alvorassa. Son invité, Mme Sangaré Namizata, présidente de la CNDI-CI, la Commission nationale des droits de l'homme, s'est prononcée sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, disposition et promotion. Je vous propose un extrait de leur entretien. Au vu de l'existence de nombreux mécanismes qui protègent les droits de l'homme, nous pouvons répondre par l'affirmative. Vous savez, au niveau de l'ONU, il existe le Conseil des droits de l'homme qui est basé à Genève, qui ne règle que les questions de droits de l'homme. Et notre pays y a été élu en 2012 et y siège effectivement depuis 2013. Au niveau de l'Union africaine, nous avons la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui est basée à Banjul. Vous avez également la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui est à Arusha et qui est dirigée par un Ivoirien. Au niveau de la CEDEAO, vous avez la Cour de justice de la CEDEAO qui se prononce aussi sur les questions de violation des droits de l'homme. Donc on peut dire que tout est mis en place, n'est-ce pas, pour protéger les droits de l'homme. Notre pays a ratifié l'essentiel des instruments juridiques qui protègent les droits de l'homme. La Constitution de la Côte d'Ivoire, la Constitution du 8 novembre, consacre 47 articles exclusivement aux droits de l'homme. Vous avez des institutions non juridictionnelles comme la Commission nationale des droits de l'homme qui a un mandat très large, qui protège et qui fait la promotion des droits de l'homme. Vous avez le médiateur de la République, vous avez des ministères techniques, vous avez des acteurs formels, les ONG, qui œuvrent aussi pour la promotion des droits de l'homme. Vous avez même des acteurs non formels. Je veux parler des leaders d'opinion qui font aussi la promotion des droits de l'homme. Les ONG aussi. Les ONG qui sont des acteurs formels. Mais vous savez, M. Assa, la quête pour le respect des droits de l'homme est une quête permanente et cela demande l'implication de chacun de nous. Le rayonnement de la Côte d'Ivoire est aussi visible au plan touristique. Les nouveaux réceptifs hôteliers d'Abidjan font rêver les clients ou les visiteurs. Le cadre, vous allez le voir, est beau, agréable. Ces établissements de haut standing ont donné un autre visage au paysage touristique ivoirien. De quoi attirer les investisseurs. Illustration dans ce reportage de Patricia Omouitia. En Côte d'Ivoire, l'hôtellerie a toujours représenté un fort potentiel pour l'économie. Depuis la construction, après les indépendances de l'Hôtel Ivoire, édifice hôtelier qui fut considéré à l'époque comme le plus prestigieux, le plus moderne du continent africain, les complexes hôteliers de luxe se sont de plus en plus multipliés. Avec la sortie de crise et le redécollage de l'économie, les hôtels de luxe connaissent un essor fulgurant. Les établissements hôteliers haut de gamme en Côte d'Ivoire accueillent une clientèle diversifiée. Cette clientèle est d'abord constituée de touristes venus des 4 coins du monde à la découverte de la Côte d'Ivoire. Selon les chiffres de Côte d'Ivoire Tourisme, 47 869 touristes ont été recensés en 2014. Cette augmentation du nombre de touristes est le résultat des actions conjuguées de l'État ivoirien et de ses partenaires financiers qui ne ménagent aucun effort pour impulser une nouvelle dynamique au secteur du tourisme. Parmi les différentes mesures pour booster le secteur, l'État a opté pour un investissement massif caractérisé par la construction et la modernisation des hôtels de luxe. À côté de la clientèle constituée de touristes, les hommes d'affaires représentent également une autre catégorie de clients. La relance économique que connaît la Côte d'Ivoire depuis sa sortie de crise attire de nombreux investisseurs. Depuis ces 4 dernières années, la Côte d'Ivoire abrite plusieurs séminaires, colloques, conférences internationaux. Les hôtels de luxe constituent des cadres adéquats pouvant abriter ces genres d'événements. La Côte d'Ivoire dispose de réceptifs hôteliers classés et non classés, allant des plus luxueux aux plus modestes, qui offrent des choix variés pour tout type de tourisme. Depuis 2011, les capacités hôtelières ne cessent de croître avec les projets de construction d'hôtels de haut standing. Outre les hôtels, des résidences hôtelières ainsi que des établissements de l'hôtellerie intermédiaire sont disséminés dans tout le pays. La culture ivoirienne fait aussi rêver. Je vous propose un festival, l'Adaye Kessié Festival, organisé à Tabagne dans l'est de la Côte d'Ivoire. Un festival pour célébrer la culture du peuple bron. La royauté bron et les chefs des pionniers ont statué sur les résolutions et la ligne directrice pour l'année 2018. Le respect des parents sont entre autres les exigences éditées par le royaume à ses fils, comme nous le rapporte Franck Quadio.
Nana Adingra Kwasi Adjoumani, 17e roi des Brons, saluant son peuple. Nous sommes au mois d'octobre 2017 à la Daye-Kessié, la culture bron célébrée à Tamagne dans l'Est ivoirien. Mais au-delà de la simple célébration culturelle, la Daye-Kessié est l'événement boussole de la vie sociale, ici en pays bron. Il marque la fin de la fête de l'Igname, annonce donc l'année nouvelle et ses perspectives. 2 mois plus tard, cour du roi des Brons. Les représentants des 4 provinces autour du garant du trône, le roi régnant sur la 5e province, l'a unifié, la province royale. Tous venus pour la présentation des résolutions résultant des différents conclaves des chefs et rois, des résolutions prises à partir de faits coutumiers présentés lors de la Daye. Au nombre des décrets royaux, dans tous les villages du royaume, les présidents des jeunes doivent mobiliser leur jeunesse pour consacrer chaque 42e jour de l'année à des travaux champêtres au profit de leurs chefs respectifs. Une résolution pour favoriser la cohésion autour de l'autorité du chef, chose qui se perd aujourd'hui. La question du mariage est aussi abordée. Ceux s'étant éloignés du giron régional sont exhortés à venir se faire connaître par les parents. Les gens font 3, 4 enfants et on ne les connaît pas. Bon, du coup, on ne les connaît pas. On leur demande simplement de venir. L'aspect économique, la question des dépenses générées par les funérailles, la solution est trouvée. Le noir et le rouge, désormais, de rigueur. Et nous estimons qu'il faut vraiment s'habiller comme cela pour être en harmonie, en phase avec vraiment le deuil qui vous frappe. Les petits-enfants, par contre, sont autorisés à s'habiller en blanc. Vous savez, le petit-fils, on dit le grand-père, la grand-mère est morte, vraiment, c'est une joie pour lui, c'est les petits-enfants. Mais nous interdisons, le roi interdit désormais que dans de telles cérémonies, on soit dans une autre couleur. Et le tam-tam de retentir encore, comme pour confirmer. Le roi a parlé. Le pays bron a donc sa boussole, et ce jusqu'au prochain Daye-Kessié, en fin d'année 2018. À Koumfao, localité située dans la région du Gontougo, s'est tenu un autre festival, la 5e édition du Festival des Arts et de la Culture Agni Festagni. Musique et danse du terroir ont rythmé cette cérémonie, comme nous l'explique Issa Yeo Tchona. Spectacle haut en couleur et en son et prestation des danses du terroir. À cela s'ajoute une parade solennelle des chefs de canton et des villages. Nous sommes à la 5e édition du Festival des Arts et de la Culture Agni Festagni à Koumfao, dans la région du Gontougo. Cette fête qui valorise la culture du peuple Agni a été une fois de plus l'occasion pour inviter les fils et filles de la région à la cohésion. Chaque fois que nous nous retrouvons en pays Agni, sous des bâches, c'est pour pleurer. Donnons l'occasion à notre peuple de se retrouver pour se réjouir. Je pense qu'il revient au cadre de tracer le chemin afin de porter haut le firmament de la culture Agni. Le ministre du Tourisme a d'abord rendu hommage au président de la République pour ses nombreuses actions de développement qu'il pose en faveur des populations du Gontougo, avant de saluer l'initiative de la création du Festagni. De telles rencontres sont de nature à mettre en exergue les valeurs qui sont les nôtres pour canaliser les énergies, fédérer les forces et vendre l'essentiel de nos cultures pour que chacun de nous accepte l'autre dans sa différence. Siandou Fofana a exhorté les cadres à s'unir autour du Festagni afin de faire de ce festival un instrument fort pour la valorisation de la culture Agni. On ouvre le chapitre politique de ce 20h avec le Rassemblement des Républicains qui vient d'enregistrer un nouveau mouvement de soutien, la génération 94. Cette génération est témoin de la naissance du RDR, entend entretenir la flamme militante au sein du parti. La génération 94 a été officiellement installée à Bouaké par le ministre Amadou Koné, représentant la présidente du RDR, Henriette Dagri Diabaté. Le reportage de Kader Sogodogo.
Ils étaient là en 1994 à la naissance du Rassemblement des Républicains, RDR. Ils avaient un seul objectif, l'accession de leur mentor, le docteur Alassane Ouattara, à la magistrature suprême. Une bataille longue et difficile, émaillée de souvenirs douloureux. Et pourtant, leur engagement a été sans relâche jusqu'à la réalisation de leurs vœux. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En ce début d'année, ces militants communément appelés les grenadiers voltigeurs arborent un nouveau manteau, la génération 94. Les anciens sonnent à Bouaké lors du rassemblement et de la solidarité au sein du parti à la Casa Verte. C'est la naissance de leur mouvement de soutien au RDR. La génération 94 est un outil de cohésion, de redynamisation de notre parti. Soyez-en rassurés que cette génération prendra toute sa part et à vos côtés pour un RDR fort. Devant un palais du carnaval de Bouaké plein à craquer de militants du RDR, le secrétaire général de ce parti, chargé des anciens élus et cadres au Djetiakoré, avait un message bien précis. Le RDR est notre maison commune. Tous ceux qui étaient fâchés, vous devez revenir, nous viendrons vers vous pour que vous preniez toute votre place et que vous jouiez votre rôle parce que votre expérience est primordiale dans le maintien et dans la conquête du pouvoir d'État. Amadou Koné, ministre des Transports, représentant la présidente du RDR, le professeur Henriette Dagri Diabaté, a salué l'avènement de la génération 94 qui doit symboliser un RDR fort. Personne ne doit être oublié de quelque façon que ce soit et c'est normal. Et c'est comme ça que on va bâtir, on va continuer à travailler pour avoir un parti fort, pour aller vers les autres et leur dire que la Côte d'Ivoire n'a qu'une seule chose à faire. C'est l'entente, c'est la stabilité, c'est la paix. C'est dans une belle ambiance que certains militants ont reçu des diplômes d'honneur en souvenir des efforts consacrés au parti. Hors de la Côte d'Ivoire, on déplore 13 morts, 9 blessés. C'est le bilan de l'attaque survenue hier contre un groupe de civils au sud de la Casamance au Sénégal. Ces personnes étaient parties chercher du bois dans la forêt, non loin de la frontière, et sont visiblement tombées sur des individus armés non identifiés. S'agit-il d'un règlement de compte, d'une attaque pour garder le contrôle du bois? Impossible pour le moment de savoir qui sont ces individus armés. Une compagnie parachutiste envoyée sur place à boucler la région pour la sécuriser. Je vous propose à présent le reste de l'actualité dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité dans le monde cette semaine? Élément de réponse dans le 7 sur 7 avec Herman Givi. 10 Américains ont été tués dans l'accident d'un avion de tourisme survenu dimanche dernier au Costa Rica et les 2 pilotes costariciens ont également péri au cours du crash. Le département d'État américain a exprimé ses condoléances et sa volonté d'aider les familles des victimes. L'appareil, un monomoteur Cessna, s'est écrasé dans une région montagneuse près de Punta Islita, une cité balnéaire sur le Pacifique. Au moins 36 personnes sont mortes mardi dernier au Pérou lorsqu'un car a chuté d'une falaise d'une centaine de mètres après avoir été percuté par un camion sur une autoroute. Seuls 6 occupants du bus sont sortis vivants de cet accident. 9 blessés, dont 4 graves, trafic aérien et ferroviaire perturbé, 200 000 foyers privés d'électricité. La tempête Éléonore, après avoir balayé la moitié du nord de la France et la région parisienne, se dirigeait vers le sud-est avec des vents violents attendus jusqu'à 200 km/h mercredi après-midi en Corse. La circulation sur les routes départementales et nationales ainsi que sur le réseau ferré a été perturbée dans plusieurs régions. Un rassemblement de masse a été organisé à Pyongyang jeudi dernier pour manifester le soutien de la population au message du nouvel an de Kim Jong-un. Le dirigeant nord-coréen a averti Washington lundi dernier qu'il avait le bouton nucléaire à sa portée, mais a tendu la main à Séoul, évoquant une possibilité de dialogue et de participation aux Jeux olympiques de Corée du Sud. En décembre, à l'instigation de Washington, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité un nouveau train de sanctions visant le pétrole et les travailleurs nord-coréens à l'étranger.
Une collision entre un train et un poids lourd à un passage à niveau dans le centre de l'Afrique du Sud a fait au moins 18 morts et 254 blessés, piégés dans des voitures en flammes. À la suite de l'accident qui a provoqué le déraillement du train, un incendie a éclaté dans l'une des voitures du train et s'est propagé à 6 autres. Le train qui effectuait la liaison entre Port Elizabeth et Johannesburg transportait, selon la compagnie ferroviaire, 429 passagers. Nombre d'entre eux rentraient chez eux après les grandes vacances. La publication du livre d'un journaliste américain décrivant de l'intérieur une Maison-Blanche soumise aux sautes d'humeur et à la personnalité de Donald Trump a relancé le débat sur la capacité du président américain à exercer ses fonctions, scandalisant ses supporters et suscitant la colère du président américain. De vives réactions enregistrées à la suite de la parution du livre, ces critiques envers Donald Trump qui ne sont pas nouvelles, mais le livre vient grossir le réquisitoire qu'avaient en 2015-2016 déjà engagé Hillary Clinton et les adversaires républicains de l'homme d'affaires. Emmanuel Macron, le président français, a entamé ce dimanche dans la matinée un hommage sobre aux victimes des attaques djihadistes contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo et le magasin Hypercacher à Paris 3 ans après les faits. Et cela conformément aux vœux des familles. Après la lecture des noms des disparus, le dépôt de gerbes de fleurs et une minute de silence, la Marseillaise a retenti. Emmanuel Macron a ensuite salué les familles des victimes. Plusieurs membres de Charlie Hebdo étaient présents à cette cérémonie commémorative de l'attentat contre l'hebdomadaire satirique français. Ainsi va le monde, c'est tout pour ce soir. Ce 20h a été supervisé par Michel Mambo, que vous retrouverez à 23h pour la présentation du dernier journal. Merci à la réalisation, à l'équipe technique et surtout à vous de continuer à nous suivre à travers le monde. À demain, 20h.